Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bienvenue dans les Décideurs de l'Emploi. Nous sommes en direct sur Décideur TV et MyTF1 News. Comme chaque mardi de 12h30 à 13h, nous donnons la parole aux recruteurs et aux professionnels du marché du travail. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Fabien Stutt, directeur régional de Aise, un des leaders mondiaux du recrutement, et Michel Fourmy, directeur du bien nommé Michel Fourmy Conseil, cabinet de conseil en valorisation du capital humain. Messieurs, bonjour et bienvenue dans les Décideurs de l'Emploi. Bonjour. Alors, rémunération des patrons, des élus, des banquiers, les débats ne manquent pas sur les salaires de nos dirigeants, mais qu'en est-il de la majorité des Français? Combien gagnent les salariés français? Tel est le thème de ce Décideur de l'Emploi. Alors, d'après l'étude 2013 Emploi et salaire de l'INSEE, le salaire mensuel moyen en équivalent temps plein d'un salarié français en 2011 est de 2130 € net, et le salaire médian qui lui divise de moitié à part égale la population française est de 1712 €. Voilà pour la big picture. Fabien Stutt, vous avez avec Aise publié également une étude cette année sur les tendances des rémunérations en 2013. Quelles sont les grandes lignes qui sortent de cette étude ? Alors, c'est une étude qui porte pour l'essentiel sur la population de cadres. Donc, je préfère le préciser. La grande tendance du moment, mais ça n'est pas un scoop, puisque c'est une tendance qui existe depuis maintenant 4-5 ans, c'est plutôt que les salaires des cadres n'évoluent pas. On est plutôt dans un phénomène de stabilité. Donc, l'innovation est moins sur le montant ou les évolutions en termes de montant des rémunérations que sur les structures de rémunération. Mais je crois qu'on y reviendra sur notamment les parts fixes et les parts variables, donc le terme de package pour le coup. Alors, en effet, on reviendra plus précisément sur l'évolution du package de la rémunération. Ce n'est pas seulement le salaire net, mais bien d'autres choses, le salaire fixe, pardon. Mais tout d'abord, est-ce qu'on peut distinguer des métiers ou des secteurs qui payent le plus, si je puis dire de manière triviale, et à contrario, des métiers, des secteurs qui sont peu rémunérés ? Alors c'est une question qui n'est pas simple. Il y a évidemment des secteurs qui proposent des rémunérations plus attractives que la moyenne du marché. C'est souvent les secteurs qui sont portés par l'innovation. On peut parler des secteurs des nouvelles technologies, on peut parler dans les secteurs des nouvelles technologies, pour l'exemple, si vous voulez recruter aujourd'hui un développeur informatique expérimenté, il faudra lui proposer une rémunération qui se situera entre 50 000 € bruts annuels et 60 000 € bruts annuels. Alors là, on parle d'un développeur web junior ou expérimenté? Là, on est évidemment sur de l'expérimenté. Pour continuer expérimenté, c'est combien d'années d'expérience? On commence à parler d'expérimenté à partir de 5-7 années d'expérience. Pour poursuivre dans cette idée de l'innovation, lorsque vous êtes dans l'industrie, c'est évidemment plutôt les services de R&D, de recherche et développement, qui recrutent aujourd'hui et qui impliquent donc des rémunérations qui sont les plus attractives. Donc un chef de projet aujourd'hui en R&D, un ingénieur R&D en aéronautique se situera à peu près dans les mêmes eaux que ce que je viens d'évoquer pour le développeur expérimenté. Entre 50 000 et 60 000 Absolument. €, c'est ça? Michel Fourmy, est-ce que vous voulez effectivement compléter? Je rappelle que donc, vous êtes directeur de Michel Fourmy Conseil, mais que vous avez travaillé pendant 10 ans au sein de l'Institut de formation continue et professionnelle Ségos, comment prononce-t-on? Je ne sais plus. Ségos. Et vous étiez justement en charge des enquêtes de rémunération des cadres. Ouais, alors, est-ce que vous rejoignez les propos de Fabien Stutt? Oui, je crois qu'aujourd'hui, on est plus dans un questionnement de quels sont les métiers qui rapportent le plus, en quelque sorte, plutôt que les secteurs qui rapportent le plus. Donc ça, je crois que c'est vrai que c'est plus une orientation métier. Je rajouterais dans les métiers aujourd'hui certains qui sont sous tension, comme les métiers des achats et de la logistique. Il y a d'ailleurs beaucoup d'étudiants qui se lancent dans ces études-là parce qu'il y a du travail, il y a des postes, il y a des demandes, et ce sont des métiers qui rémunèrent bien. Et puis il y a tous les métiers du management en réseau dans l'entreprise, tout ce qui est lié au digital, au 2.0 dans les organisations. Ça sont aussi des métiers où on trouve assez facilement des postes de travail où on est bien rémunéré. Sur un complément que j'apporterai, c'est on utilise le mot de rémunération, le terme de rémunération.
C'est vrai que quand on réfléchit et qu'on est dans une logique de capital humain, je suis plus dans une logique d'utiliser le mot de rétribution et de regarder la globalité de ce que les entreprises proposent et pas simplement le salaire net que l'on trouve au bas de la fiche de paye. On y reviendra. Maintenant, en ce qui nous concerne, eh bien, l'autre côté de l'échelle, les métiers, du coup, si on raisonne plus en termes de métiers, qui eh bien, sont les moins bien rémunérés? Qu'est-ce qui ressort de votre étude, Fabien Stutz? Alors, à contrario, et ça va me permettre de rebondir sur ce que vient de dire Michel Fourmy, en effet, c'est une question d'offre et de demande. Donc, on est en effet plutôt sur des métiers qui sont plus ou moins pénuriques. Ceux qui le sont plus, évidemment, les profils qui sont dans ces métiers-là ont plus de facilité à aller négocier des salaires en l'embauche plus attractifs et plus élevés. Donc, à contrario, les métiers sur lesquels il y a le moins de pénurie sont évidemment ceux sur lesquels vous trouverez des rémunérations les moins attractives. Donc, on peut citer les métiers assez classiquement de la communication, du marketing, où vous aurez notamment, puisque vous avez énormément de demandes dans ce domaine-là, vous postez une annonce aujourd'hui, vous avez 200 CV exploitables. Évidemment, le candidat n'est pas en position de force de négociation. Mais il y a quand même quelques assouplissements, même dans ces métiers-là, puisque Michel Fourmy évoquait la notion de digital. Le marketing digital aujourd'hui est au contraire un marché qui est plutôt porteur. Donc là, un chef de projet en marketing digital aura forcément plus de capacité à aller négocier un salaire intéressant. Michel Fourmy? Oui, mais il ne faut pas oublier que les entreprises ont des contraintes et qu'elles ont des grilles de salaire, des grilles de rémunération, elles ont des partenaires sociaux, elles sont raccrochées à des branches professionnelles. Donc il y a un cadre de négociation en quelque sorte, et il y a un cadre de flexibilité dans l'attribution de rémunération, mais il ne faut pas oublier que tout ça est bien organisé et assez contraint. Donc les marges de manœuvre restent relativement faibles. Ce qui est, je crois, vraiment intéressant pour que les gens retiennent, c'est de réfléchir sur quels sont les métiers, les niches finalement, et les métiers ciblés sur lesquels éventuellement il y a plus de souplesse en matière de négociation de salaire. Alors, vous avez parlé tous les deux, eh bien, en effet, vous avez raisonné métier et raisonné offre et demande, la confrontation de l'offre et la demande dans eh bien, la fixation du prix du travail, du salaire. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte, notamment, je pense aux diplômés. Est-ce que ça rentre en ligne de compte sur un même métier? Est-ce qu'un diplôme différent, eh bien, la rémunération est différente? Oui, alors on parle là encore de niveau d'expertise. Finalement, qu'il s'agisse d'un niveau d'expertise sanctionné par un diplôme ou par une expérience, l'impact est à peu près le même en effet. Donc c'est classiquement le diplôme, l'expérience, la compétence acquise qui vont déterminer votre capacité d'employabilité, donc votre capacité de négociation de salaire. Ceci étant dit, la réalité vraiment du marché, j'insiste là-dessus, c'est vraiment le facteur pénurique ou pas. Si vous êtes dans une niche d'expertise sur laquelle vous avez assez peu de concurrence, vous aurez de la flexibilité pour négocier votre salaire. Réellement. Donc c'est pour ça que j'évoquais notamment la question des profils marketing, qu'ils soient digital ou pas, c'est un vrai sujet. Il y a d'autres sujets, vous prenez aujourd'hui les profils d'architectes, l'architecture a énormément souffert depuis 2008. Aujourd'hui, un chef de projet en architecture, dans une agence d'architecture, pour trouver un emploi, devra sans doute accepter un salaire qui se situera entre 30 et 35 000 euros brut annuels, ce qui était une vraie baisse. Alors que le niveau d'études est très élevé. Ouais, Michel Fourmy, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce point ? Je crois que ce que vous dites est tout à fait exact. Pas grand-chose à rajouter sur le fait que il y a certains diplômes aujourd'hui qui ne rapportent pas des postes aussi bien rémunérés que précédemment. Ça, c'est clair. C'est vrai que le cas des architectes, on a aussi aujourd'hui des architectes qui ne trouvent pas de travail, qu'on va retrouver dans des postes dans le bâtiment, par exemple. Non pas que les postes soient moins intéressants, mais ce n'est pas les postes vers lesquels ils se destinaient au départ. Et on retrouve aussi, il y a beaucoup d'étudiants qui font des études dans des grandes écoles commerciales, d'écoles de commerce. Il n'y a pas la place pour tout le monde. Et donc certains sont obligés de prendre des postes qui finalement ne sont pas à la hauteur de leurs espérances. Mais ça, peut-être, c'est une autre partie du débat. C'est en effet un autre sujet. En ce qui concerne maintenant, peut-on comparer les évolutions de salaire entre les hommes et les femmes. Qu'est-ce qui ressort de votre étude à ce sujet-là? Alors l'étude ne porte pas spécifiquement là-dessus, mais c'est vrai qu'on constate, et ça n'est pas un scoop puisque ça fait quand même de très nombreuses années qu'on fait le même constat, qu'il y a une véritable discrimination à l'encontre des femmes à compétences égales. C'est évidemment un scandale. Alors quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. La question étant de savoir comment est-ce qu'on se sort de cette situation. Alors on a tendance à penser que c'est un peu le reflet de la société, donc les tendances lourdes de la société vont commencer à avoir de l'impact aussi sur le monde du travail. On a une évolution de la société un peu vers une équité des différentes tâches. On a une génération Y
qui apparaît sur le monde du travail également. La génération X, dont je fais plutôt partie, avait déjà un peu commencé le travail. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une répartition des tâches qui devrait logiquement amener cet écart de salaire à se réduire dans les années à venir. J'ajoute que le développement des nouvelles technologies devrait également aider à combattre l'argument massu qui est fait en général aux femmes, qui est cette espèce d'équilibre à trouver entre la vie privée et la vie professionnelle. Il est aujourd'hui possible de travailler de chez soi avec du télétravail ou encore avec d'autres solutions qui permettent d'assouplir largement et d'être capable de pouvoir combiner ces deux facteurs. Alors, je rappelle que dans l'étude de l'INSEE, eh bien, la rémunération moyenne des hommes en 2011 est de 2312 € net, contre pour les femmes 1865 € net, mais à souligner que la progression eh bien, a été plus forte pour les femmes entre 2011 et 2010. Michel Formy, je vois que vous voulez intervenir. Il y a une étude intéressante qui est sortie au mois de janvier de cette année, qui montre en fait que lorsqu'une femme est managée par une autre femme, les écarts de salaire entre les hommes et les femmes au sein de son équipe sont diminués de 30%. Donc la sensibilité du manager lui-même aux écarts de salaire est quelque chose d'important, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'il y a... On va arriver à une équité des salaires, la question c'est quand, bien évidemment. Alors justement, vous touchez un point important. Comment expliquer cette différence? Alors d'une part, peut-être le management, des évolutions sont en train de se faire au niveau des hommes, mais on le voit que donc, quand le manager est une femme, eh bien, la différence est plus faible. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, je me fais un peu l'avocat du diable, une remise en cause aussi peut-être qui doit être faite chez les femmes? Alors, je ne dis pas ça de manière purement innocente, puisque j'ai sous la main eh bien, une étude de European PWN, qui est un réseau féminin qui est au service des femmes, donc on ne pourra pas me critiquer de machisme, qui montre que les femmes ont plus de mal à parler d'argent, à parler salaire. 75% ne sont pas satisfaites de leur rémunération, mais presque un taux équivalent n'ose pas demander de rémunération. Un commentaire là-dessus, Fabien Stutz? Vous savez, quand on vous répète année après année et génération après génération que vous valez moins que d'autres, je pense que vous finissez par le croire. Donc il y a sans doute un gros travail à faire, c'est un des freins psychologiques qu'il faut combattre, c'est évident. Je crois de toute façon que les générations à venir vont pousser à ce qu'il y ait une égalité de traitement. Et puis je crois aussi que, peut-être aussi on en parlera un petit peu plus tard, mais je pense qu'il faut parler rémunération dans les entreprises, il faut que les gens osent parler rémunération, pas forcément uniquement pour négocier, mais pour avoir un étalonnage de leur rémunération. Et donc on est aujourd'hui dans une dynamique sociologique où on commence à plus parler d'argent qu'avant en France. Voilà, parce qu'en effet, ce constat qui est fait sur les femmes, est-ce qu'on ne peut pas le généraliser aux Français en général? Les Français ont du mal à parler d'argent. On n'a pas la culture anglo-saxonne. Aux États-Unis, en Angleterre, même en Allemagne d'ailleurs, on parle de son salaire, on compare son salaire sans aucune critique et sans aucun complexe. Et alors, est-ce que les choses ne sont pas en train de changer justement avec la crise financière de 2009 et du coup les difficultés sur le marché du travail et les évolutions de la rémunération? On en parlait au tout début. Aujourd'hui, on ne parle pas seulement d'un salaire fixe, on parle évidemment aussi de salaire variable qui se généralise, mais également de la participation, l'intéressement. Quelle est l'évolution du package de rémunération, Fabien Stutz? En effet, l'innovation depuis 4-5 ans, on l'a compris, n'était pas vraiment sur le montant des rémunérations, mais plutôt sur le contenu de ces rémunérations, puisque si les entreprises ne veulent pas du tout toucher au salaire fixe, ou en tous les cas autant qu'elles puissent, en revanche, ils ont évidemment une capacité à aller négocier une part variable, et on assiste à une vraie démocratisation de cette part variable. Jusqu'à encore très récemment, c'était essentiellement réservé aux cadres dirigeants, aux cadres commerciaux. Il n'est plus rare aujourd'hui de voir proposer des bonus individuels à des collaborateurs en direction financière, en direction des ressources humaines par exemple. Donc c'est ce qu'on pourrait qualifier de phénomène de bonne gestion, puisque finalement ça amène les entreprises à ne plus être otages de leurs coûts de structure, tout en continuant à maintenir la motivation de leurs collaborateurs. Michel Formy, sur l'évolution des rémunérations dans le package, dans leur nature? Il y a une évolution qu'on constate et qui se confirme, c'est l'individualisation. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une logique de plus en plus d'individualisation des augmentations de salaire. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, quand on pense augmentation de salaire individuelle, je pense qu'il faut regarder ça sur 2 ou 3 ans. Parce qu'il y a à peu près 30% des gens qui, de toute façon, n'ont pas d'augmentation de salaire chaque année. Donc, ça veut dire qu'une année sur 3, j'ai une augmentation de salaire, au mieux 2 années sur 3. Donc, il faut regarder ça plutôt sur le long terme et pas simplement chaque année.
Et puis, il y a la part variable, effectivement, qui aujourd'hui, en fait, ceux qui avaient des parts variables avant, ils étaient quasiment garantis de recevoir cette part variable. Ce qui évolue, c'est qu'aujourd'hui, la part variable, elle est vraiment variable. Donc, il y a une véritable variabilité de la rémunération, on va dire, fixe et fixe, en tout cas monétaire immédiate, ce qu'on appelle la rémunération monétaire immédiate. Et ce qui change aussi peut-être dans cette rémunération variable, ce sont les objectifs qui lui sont assignés. Est-ce qu'aujourd'hui, on raisonne qu'en termes de performance économique, où on voit apparaître, pointer le bout de son nez d'une rémunération sur voilà, C'est ce que disait Fabien, c'est qu'aujourd'hui, même les fonctions support sont soumises à des objectifs donc qualitatifs, hein, que ce soit la fonction financière, le contrôle de gestion, les ressources humaines, hein, évidemment, qui ont eux aussi aujourd'hui des objectifs qui la plupart du temps ne sont pas des objectifs économiques, mais plutôt des objectifs qualitatifs, relation aux clients internes, qualité des processus, respect des procédures. Enfin, voilà, on met effectivement de plus en plus sur les fonctions support. Il n'y a pas que les commerciaux qui ont une part variable. Alors, vous le savez, hein, cette émission donne la parole aux internautes. Il y a une question de Jean voilà, qui nous dit, je pense qu'il réagit à vos propos, Michel Formy. Je suis étudiant en école de commerce. J'ai l'impression que je suis obligé de me diriger vers un métier dans la finance pour être bien payé. Mais ce que j'aime, c'est le marketing. Quel est votre avis? Alors, mon avis, c'est faites le métier que vous avez envie de faire. Cherchez pas d'abord à gagner de l'argent, faites d'abord le métier que vous avez envie de faire parce que c'est là où vous allez vous épanouir. Et s'épanouir dans son job, c'est quand même la première chose qu'on a envie de faire. Après, on verra comment gagner de l'argent. Par contre, si on est effectivement omnibilé par le gain, il faut qu'il fasse de la finance. Mais s'il fait une école de commerce, je peux lui proposer de faire des achats et de la logistique. Oui, c'est presque parce que la finance aujourd'hui souffre aussi un peu. Oui, mais il y a encore des postes intéressants. Mais qu'il aille en logistique. Fabien Stutz, une réponse peut-être à Jean? Oui, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Michel. Mais juste une petite... j'aimerais juste pondérer ça en disant que lorsqu'on est un jeune candidat, qu'on sort de l'école, il faut essayer au maximum de ne pas se mettre non plus trop de freins. Je ne suis pas convaincu qu'un jeune diplômé sache précisément de quoi il retourne lorsqu'il s'intéresse à un métier particulier. Il n'est pas du tout sûr qu'il ait fait des stages dans ce domaine-là. La plupart des jeunes diplômés veulent souvent aller dans le marketing parce qu'il y a une image un peu sexy de ce secteur d'activité, alors qu'en effet l'achat logistique est un tout petit peu moins fun. Il se trouve a priori. Il se trouve que la réalité est parfois assez différente et il est tout à fait possible que ce garçon s'épanouisse complètement dans des métiers comme l'achat, la logistique ou la finance ou autre. Donc attention à ne pas se mettre trop de freins, et je précise également pour les candidats qui voudraient nous écouter ou les jeunes diplômés qui nous écoutent, pas de freins non plus autant que possible sur les localisations. Ils ont évidemment tout intérêt à être le plus mobile possible géographiquement parlant. Alors j'ai une question de Tom maintenant. Quels sont les risques de demander une augmentation? Alors voilà, Tom nous permet effectivement de passer à notre troisième partie de cet entretien qui est comment effectivement demander une augmentation. Alors quels sont les risques pour répondre à Tom? Le risque, c'est juste de s'entendre dire non. Donc, il n'y a pas un risque majeur. Tout est dans la manière. Donc, il faut choisir son moment. Il faut réfléchir à la valeur ajoutée qui permet d'argumenter sur une évolution salariale telle qu'on la demande. À partir du moment où la manière est à la fois respectueuse, argumentée, et où on met le doigt sur la véritable valeur ajoutée qu'on peut apporter à une organisation, encore une fois, le seul risque, c'est qu'on s'entende dire que ça n'est pas possible et qu'on verra ça peut-être dans un an. Mais au moins, on aura pris date. Michel Formy? Alors, je dirais que la première question à se poser, c'est de savoir est-ce que je suis au niveau, dans la tenue de mon poste, est-ce que je suis au niveau attendu ou pas? Si je demande une augmentation de salaire alors que je ne suis pas au niveau attendu dans la tenue de mon poste, là, je prends un vrai risque. Première chose, est-ce que je suis au niveau de la tenue de mon poste? Et le risque, quel est le risque? C'est de se décrédibiliser, de créer des problèmes à un manager qu'on a suffisamment comme ça, et puis surtout de ne pas montrer de degré d'ouverture. Parce que l'autre point qui est important, c'est qu'avant de demander une augmentation de salaire, il faut comprendre la politique rémunération de sa société. Et avant de demander une augmentation de salaire, il faut comprendre la globalité de cette rémunération, de quoi elle est faite. Il y a trois parties, il y a le monétaire immédiat, le monétaire différé, et tout ce qui est fait en matière de GRH. Alors la GRH, gestion des ressources humaines. Autrement dit, tout ce que l'entreprise fait pour moi, pour développer mon employabilité, mon parcours professionnel, organiser une mobilité à l'international ou sur des métiers autres, de manière à peut-être me faire ensuite grimper à des fonctions parce que j'aurai une vision plus globale de l'entreprise, tout ça, ça coûte et tout ça, ça rapporte aux salariés. Donc attention aux augmentations de salaire, juste pour le principe d'avoir une augmentation de salaire qui permet de changer de voiture ou d'appartement. Il faut regarder la globalité. Et on sait que le package aujourd'hui dans les entreprises, il est d'autant plus important
que les entreprises ont un rôle sociétal de plus en plus fort, c'est-à-dire qu'elles remplacent de plus en plus des systèmes politiques qui ne fonctionnent plus. Alors justement, Michel Formy, vous avez écrit un livre, je suis en train de chercher le titre, voilà, Ressources humaines, stratégie et création de valeur vers une économie du capital humain. Est-ce que c'est pas de ça dont on est en train de parler là justement? C'est de ça dont on est en train de parler. Effectivement, j'ai assez facilement dérivé vers mon sujet de prédilection. Oui, c'est de ça dont on parle en fait. Alors c'est vrai qu'il faut réfléchir à la valeur que l'on crée pour l'entreprise. Donc effectivement, est-ce que je tiens mon poste au niveau tenu? Est-ce que j'ai le niveau de performance que l'on attend de moi? Et puis, est-ce que je suis en phase avec les projets d'entreprise? Autrement dit, est-ce que je travaille à des projets transverses avec d'autres fonctions dans l'organisation? Est-ce que je participe à des projets d'innovation? Est-ce que, voilà, c'est tout ça qu'il faut avoir à l'esprit et il ne faut pas être obnubilé par juste l'augmentation de salaire. Et je crois qu'il faut comprendre le système dans lequel on est. Et de la même manière, il faut comprendre, l'entreprise doit comprendre de manière équilibrée ce que les salariés attendent. Voilà. Mais il faut reconnaître que la contingence et les contraintes, elles sont dans l'entreprise plus qu'au niveau des salariés. Alors, c'est, je pense, bien noté pour Tom. Léon demande à partir de combien de temps d'ancienneté demander une augmentation? Voilà. Alors, est-ce qu'il y a effectivement cette notion, c'est un critère, l'ancienneté, pour être légitime? Ça dépend depuis quand vous êtes au poste où vous êtes et depuis le nombre d'années que vous êtes dans l'entreprise. Déjà, ça dépend du niveau d'expertise du métier dans lequel vous êtes. Autrement dit, il y a des courbes de salaire. Il faut se procurer les courbes de salaire qui sont disponibles dans toutes les bonnes fonctions RH pour comprendre où on en est sur cette courbe de salaire. Et il faut voir dans cette courbe de salaire où est-ce qu'on se situe et quelles sont les marges de progression salariale dans cette grille de rémunération. Il ne faut pas oublier que les entreprises ont des grilles de rémunération. Donc une entreprise ne peut pas faire n'importe quoi simplement parce que je le demande. Alors la grille de rémunération, c'est à tel poste, à telle fiche de poste correspond un salaire, à tel âge, à telle fiche de poste, à tel profil, à tel âge. Tout à fait, exactement. Voilà, mais il y a quand même des marges de manœuvre. C'est ce qui fait que justement, voilà, ce qui nous intéresse là, c'est comment agir sur cette marge de manœuvre, voilà, quel est le meilleur comportement. Alors, il y avait cette question du temps demandée par Léon sur l'ancienneté, mais est-ce que... Si je n'ai pas d'augmentation de salaire pendant 3 ans de suite, il faut que je me pose de sacrées questions. D'accord. Fabien Stutz, vous êtes d'accord? Absolument. Je rebondis simplement sur un sujet qui est... aujourd'hui, il faut en effet comprendre l'intérêt de l'organisation dans laquelle on se trouve. Si aujourd'hui notre organisation, l'entreprise dans laquelle on évolue, ne se porte pas très bien, ce qui est quand même une grande majorité des entreprises aujourd'hui en France, il est absolument paradoxal et assez aberrant d'aller exiger des augmentations de salaire. En revanche, on peut en effet jouer, et cette fois en essayant de croiser un peu les intérêts de chacun, sur un niveau d'employabilité, une montée en compétences plus indirecte avec des formations qu'on peut demander et qui nous permettront ensuite de revendre les compétences avec une valorisation salariale à la clé. Tout à fait. Est-ce que, donc chaque année dans les entreprises, il y a l'entretien, le fameux entretien annuel d'évaluation. Est-ce que c'est le bon moment pour demander une augmentation? C'est le moment, mais je crois que Michel a un avis très arrêté sur la question, donc je vais vous laisser répondre, mais c'est évidemment le moment idéal. Disons qu'historiquement, il y a des entreprises dans lesquelles on disait l'entretien d'évaluation, ce n'est pas le lieu où on parle de rémunération. Je crois qu'il faut appeler un chat un chat. On évalue la performance des gens pour évaluer où ils en sont dans la tenue de leur poste, dans la contribution à l'entreprise, dans la valeur ajoutée qu'ils apportent. Donc, parler rémunération au cours de l'entretien annuel, oui, bien sûr. Attendre une réponse au cours de l'entretien annuel, surtout pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Déjà, un manager, il porte l'évaluation. Et si quelqu'un demande une augmentation de salaire ou parle d'une augmentation de salaire au poste où il est, parce qu'il a été performant, le manager, lui, va remonter l'information et puis il va y avoir des niveaux de consolidation dans l'organisation. Et une entreprise, qu'est-ce qu'elle va faire? En fait, elle va regarder qui est éligible à une augmentation de salaire. Et puis, parmi les gens éligibles, qui va vraiment en toucher une? Parce qu'en fonction des résultats de l'entreprise, j'aurai un 8, 2,2% d'augmentation de ma masse salariale qu'il va falloir que je distribue. Et que je la distribue pas simplement aux gens qui sont en poste, mais aussi à ceux que je recrute, à ceux qui auront une promotion, une mobilité, etc. Donc, je crois que la première étape, c'est est-ce que je suis éligible à une augmentation de salaire? Et puis ensuite, faire en sorte qu'on m'apporte la réponse, c'est-à-dire est-ce que je l'ai ou est-ce que je ne l'ai pas, qui est une autre étape importante, parce que dans certaines entreprises, les managers n'ont pas le courage de venir dire quand il n'y a pas d'augmentation de salaire. Alors, imaginons, j'ai la réponse, combien demander? Voilà. En général, comment on évalue le niveau d'augmentation?
Est-ce qu'il faut attendre que l'entreprise propose ou c'est au candidat de proposer une… Non, il faut être vigilant. On est dans une organisation. Donc, je reviens sur l'aspect de structure, de grille de rémunération. On ne peut pas demander n'importe quoi. Si vous commencez à demander n'importe quoi, vous ne serez pas crédible. C'est bien simple, vous mettez tout de suite chercher un autre job ailleurs. On perd sa crédibilité et on n'aura plus le droit de demander une deuxième fois. Alors, donc, comment on évalue? Alors, l'évaluation, elle ne peut se faire qu'en fonction des grilles de salaire. C'est-à-dire, là encore, c'est quel métier, je fais depuis combien de temps, avec quel niveau d'expertise. Si je n'ai pas cette donnée-là, je ne peux pas demander 2, 3 ou 4%. Après, si depuis 3 ans, je n'ai pas eu d'augmentation de salaire et que l'inflation, bon an, mal an, a fait entre 0,9 et 1,2 tous les ans, je peux dire à mon patron, voilà, je suis performant, si je le suis, tu dis que je tiens bien mon poste, ça fait 3 années que je n'ai pas d'augmentation de salaire, j'ai une perte potentielle de pouvoir d'achat de 3%. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Voilà, j'engage la conversation autour de quelque chose qui est mesurable, qui est tangible et dans lequel il peut y avoir une négociation qui s'établisse. Par contre, dire voilà, je n'ai pas été augmenté, je veux 4%, c'est courir à l'échec. Fabien Stutt. En effet, je crois qu'il faut faire une étude comparative. Alors, il y a deux manières de s'y prendre. Soit, en effet, vous avez un chemin qui est tout tracé, c'est-à-dire que votre augmentation de salaire passera par un nouveau statut, de nouvelles responsabilités, et donc une grille de rémunération qui va s'appliquer. Donc ça, c'est le cas qu'évoquait Michel, dans lequel vous avez des grilles de rémunération et encore une fois, un chemin tracé. L'autre cas de figure, c'est que vous êtes dans une PME, vous n'avez pas de grille de rémunération, très arrêtée. Là, il faut essayer de trouver des points de comparaison à secteur équivalent, à responsabilité équivalente. Et Léon, je crois que c'est comme ça que s'appelle votre internaute, ira consulter notre étude de rémunération, regardera exactement le nombre d'années d'expérience qu'il peut faire valoir et se comparera avec ses homologues sur le territoire français. Et il aura donc là des arguments. Il faut argumenter. Lorsqu'on veut une rémunération, il ne faut pas qu'il s'agisse de simplement d'une demande comme ça, sans aucun socle. Dans ce cas-là, tout le monde peut exiger des augmentations. Je ne connais personne qui n'aimerait pas être payé plus qu'il ne l'est aujourd'hui. Et alors, justement, il faut argumenter. Est-ce que, par exemple, c'est le bon moment de demander une augmentation après la réussite d'un projet? On a bien mené une mission, on estime qu'on a la légitimité de la demander, ou faut-il attendre l'entretien annuel voilà. Il y a des périodes pour demander des augmentations de salaire. Les entreprises fonctionnent en budget. Alors, si je n'inscris pas ma demande d'augmentation de salaire et ma négociation dans le cycle budgétaire de l'entreprise, là, mon manager, il ne va pas attendre 15 jours pour me répondre. Ce sera tout de suite, écoute, on verra plus tard. C'est immédiat. Donc, il faut s'inscrire dans le cycle budgétaire de l'entreprise, savoir à quel moment se font les réflexions. Les cycles de décision sur les rémunérations, il y a une première étape qui est une négociation avec les partenaires sociaux, sauf pour les petites entreprises de moins de 50 salariés, mais bon, pour dire combien est-ce qu'on va consacrer aux augmentations de salaire. Après, on va regarder qui est performant, qui est éligible. Puis après, on va regarder combien de personnes faut-il qu'on recrute éventuellement, quels sont les postes clés sur lesquels on a besoin de remplacer des gens. Bref, il y a toute une réflexion qui se fait. Et puis après, il va rester un petit peu d'argent pour distribuer de manière individuelle à des gens, soit avec des augmentations générales, mais qui sont quand même de moins en moins fréquentes, surtout pour la population dont on parle. Et après, dans les augmentations individuelles, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une année sur 3, c'est pas mal, 2 années sur 3, c'est super, quoi. Alors, du coup, là, on a effectivement eu le point de vue un peu de la grande structure. Si du coup, on a le point de vue plus PME, Fabien Stutt, vous rejoignez Michel Fournier? Alors, je rejoins complètement Michel, avec juste une petite chose à rajouter. N'oubliez pas que pour vous inscrire dans à la fois le circuit de décision interne de votre entreprise, pour avoir cette connaissance-là, le meilleur moyen, c'est d'entretenir une relation de confiance avec votre manager. N'oubliez pas que, pour faire très simple, votre manager, c'est votre meilleur ami et c'est lui qui va aller porter votre message et votre demande. C'est rarement lui qui va être totalement décideur. Donc, pensez aussi à ça, essayez de discuter très en amont, de manière sans urgence, absolument désastreux d'exiger une augmentation de salaire ou de revoir un peu son statut dans l'urgence avec une espèce de court terme comme ça, où on met un peu le couteau sous la gorge de son propre manager, c'est évidemment le mettre très en difficulté. Donc c'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. Il faut essayer vraiment d'instaurer une vraie relation et de voir semaine après semaine dans quelle mesure les choses peuvent être plus ou moins ouvertes en ce moment, etc. Et alors, ce sera la dernière question. Léon demande, faut-il attendre que l'on nous propose une augmentation? Alors, en effet, là, on est en train de parler de la manière d'en demander une, mais est-ce que finalement, le meilleur moyen d'en avoir une, c'est de ne pas demander? C'est l'idéal.
C'est l'idéal, mais ça implique d'avoir une direction et un management au-dessus qui pointe véritablement votre valeur ajoutée, qui est complètement à votre écoute et qui sait prendre les bonnes décisions dans le bon timing. Donc c'est de l'idéal, mais c'est assez peu fréquent. Michel Formy. Je crois que la première chose, c'est d'avoir confiance dans le système. Donc, on fait confiance à son manager, à sa hiérarchie, à sa DRH. Donc, attendre une augmentation de salaire, oui. Après, effectivement, se poser des questions, oui. Et si on se pose des questions, les poser à nos interlocuteurs. Donc, comme vous disiez, poser des questions à son manager. S'il n'a pas les réponses, je travaille pour une entreprise où les RH ont un rôle très important. Quelqu'un qui se pose des questions sur sa rémunération, il va voir son correspondant RH et il parle avec cette personne de la rémunération, éventuellement de pourquoi est-ce qu'il n'a pas eu d'augmentation de salaire. Bref, il y a des interlocuteurs dans l'entreprise pour le faire. Donc, allez-y, nouez le contact, cherchez à comprendre où vous en êtes, où l'entreprise en est par rapport à vous, et puis après, effectivement, enclencher une négociation, éventuellement, avant de prendre une décision quelconque. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, messieurs, d'avoir répondu aux questions des internautes et aux miennes. Je vous lis le dernier commentaire d'un internaute. Rien que du bon sens, excellent. Donc, merci, messieurs, pour votre bon sens et vos conseils pratiques. Merci à vous. Je vous en prie. La semaine prochaine, je recevrai Marc Suchet, directeur marketing de Monster France, Espagne et Benelux. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.